Je vais ouvrir aux questions-réponses. Madame, si vous voulez bien vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît. Je suis Nadine Dominicus, écrivain belge et membre d'une ONG depuis 10 ans en Guinée-Bissau. Il était temps, franchement, ça fait plus de 10 ans qu'on attend des positions comme ces trois interlocuteurs. Hein? Bravo pour vous. Je ne sais pas, traduisez-moi ça en anglais. Hein? D'accord. Alors, je veux vous citer des exemples. C'est vrai que l'agriculture est un facteur de gouvernance locale. Elle produit une gouvernance locale à travers le système communautaire en Afrique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit, mais elle produit une gouvernance locale qui permet de refuser les conflits. Et je vous cite, en Guinée-Bissau, il y a une guerre civile qui a fait un tapage international, mais en fait, elle s'est limitée à la capitale de Bissau et 30 kilomètres autour. Et les populations ont tourné le dos, n'ont pas voulu entrer dans les débats. Alors, la croissance dans l'endroit éloigné où je suis, elle est la plus forte de tout le pays, avec de l'informel ou du formel. Et la Guinée-Bissau a réussi à maintenir un taux de pauvreté bien inférieur à celui de l'Angola, qui était un pouvoir fort avec de l'argent, grâce à tous ces systèmes communautaires. Donc, à peu près 60% contre 78 ou quelque chose comme ça. Donc, vous voulez identifier les causes de fragilité, c'est très bien, mais il faut d'abord essayer de voir quelles sont partout toutes les réponses que les gens ont trouvées pour éviter justement, pour combattre la fragilité. Et à partir de là, du bas vers le haut, vous aurez plus que de partir du haut de l'État vers le bas. Excusez-moi. Thank you. Je vous remercie, professeur Linson. Je suis neuroscientifique. Je me demande quel sera l'impact concret de nos échanges au-delà de l'exercice intellectuel. Nous parlons ici des États fragiles. L'Union européenne est aussi très fragile. Et je ne pense pas que l'Afrique, qui est pillée au nom de la démocratie, devrait continuer de s'appuyer sur l'Union européenne, une Union européenne, au demeurant, qui perd de sa crédibilité. En 2008, l'UE a commencé à perdre sa crédibilité et aujourd'hui, en 2018, l'UE manque vraiment de crédibilité. Et je pense que le moment est venu de procéder à une transition vers une gouvernance internationale à travers une collaboration institutionnelle sur un même pied d'égalité. Nous sommes confrontés à de nombreux défis universels qui doivent être traités à travers une infrastructure de gouvernance mondiale qui intègre tous ces géants bureaucratiques, l'ONU, l'OCDE et autres, pour ouvrir la voie à plus d'efficacité, améliorer les conditions de vie des populations. Merci. Je voulais vous présenter, je m'appelle Catherine Downey. Je suis chef de la qualité assurance innovation pour le programme Résilience Somalie. En fait, nous avons un consortium de 7 ONG qui voit ce qu'il en est des projets de résilience et d'édification de subsistance. Par rapport à ce qui a été dit sur l'agriculture, l'une des grandes difficultés, c'est d'essayer d'aller au-delà de la subsistance des petits exploitants pour essayer de faire en sorte que les technologies permettent un impact par l'échelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Et ce n'est pas une critique quand je cite un exemple, mais si on parle à la Banque mondiale, on leur dit qu'on essaierait de constituer des coopératives, des technologies tolérantes à la sécheresse pour les semences et légumineuses, eh bien, on nous dit « Ah oui, mais nous, c'est la FAO, hein, c'est là qu'on investit. »
c'est les boîtes à outils, agriculture et semences, et c'est donné aux petits exploitants agricoles. Nous, on essaye de voir l'agriculture comme une stratégie de croissance. Alors, les points d'entrée, c'est difficile quand on a une population qui ne dépasse pas l'agriculture de subsistance. C'est difficile de parler, de créer des coopératives, mais à tout le moins, il faut essayer de voir comment financer des parcelles de démonstration et combler le fossé entre l'agriculture locale et les dernières technologies en date, qui pourraient avoir un impact énorme sur l'échelle de l'exploitation agricole. Et puis, même la DevCo ne travaille pas en semaine. ECO, oui, mais voilà. Pour ce qui est d'être considéré comme une enceinte à long terme pour la croissance économique, c'est difficile de convaincre les bailleurs de fonds qu'on aura les mêmes conditions pour tous, qu'on aura la possibilité de réfléchir à des stratégies de croissance économique. Donc, moi, ce que je me demandais, alors peut-être qu'ici, on pourrait avoir une discussion sur la fragilité des États et les stratégies de croissance économique. Et qu'est-ce qu'on fait pour convaincre les gens qu'il y a des points d'entrée? ONG SOS Fin. J'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Putzel avec son bilan de plus d'une vingtaine d'années d'examen et d'analyse des situations de conflit et des modalités d'en sortir. Et suite à l'intervention de M. Ray, effectivement, j'ai pointé au moins 2 points de divergence avec l'approche de la Banque mondiale. Le premier, c'est effectivement la nécessité de passer par les structures étatiques pour introduire et soutenir une agriculture, d'un côté, et d'autre part, c'est de privilégier une agriculture qui soit tournée vers le marché local, vers le marché domestique, et qui renforce en fait les structures de marché domestique. Et je suis interpellé parce qu'effectivement, la Banque mondiale, et je le reconnais très franchement, a beaucoup réinvesti dans l'agriculture, mais quand on examine effectivement les différents programmes qui sont mis les uns derrière les autres en matière d'agriculture dans des situations de pays fragiles ou en situation de conflit, le bilan, je trouve, est extrêmement mitigé. Et je prendrai un exemple, le pays comme la RDC. Je connais assez bien le problème de l'investissement dans ce pays concernant les parcs agro-industriels. Ça génère des dizaines, voire des centaines de millions de dollars d'investissement en laissant de côté complètement la petite agriculture qui est tout à fait marginalisée dans ce contexte, et les succès rencontrés par ces parcs agro-industriels posent évidemment de grandes questions dans la mesure où, quand il y a d'une production, elle est effectivement fortement orientée vers un marché international et pas le marché local. Et je trouvais que le point de conflit ou dans tous les cas d'interpellation que vous signaliez était extrêmement pertinent pour la journée d'aujourd'hui. Merci. Je vous en prie. Oui, merci. Marek Poznanski du collectif Stratégie Alimentaire. C'est une ONG liée au syndicat agricole belge et à l'intérieur d'un réseau qui s'appelle Agricort. En fait, c'est pour continuer, disons, les remarques qui viennent d'être faites, notamment sur cette différence d'approche de la Banque mondiale, et pour ajouter une petite chose à ce qui a été déjà dit sur la question des points d'entrée. Alors peut-être que je n'ai pas compris, mais un des points d'entrée qui a été donné par le représentant de la Banque mondiale, c'était de dire, au fond, c'est les agriculteurs qui sont salariés. Enfin, c'est on va dire les ouvriers agricoles. Ça, c'est une manière, disons, d'avoir un point d'entrée par leur entreprise. Alors je crois que c'est faire l'impasse sur ce qui a été le développement, en tout cas en Europe, mais aussi aux États-Unis et ailleurs, l'agriculture familiale, qui n'a pas toujours été, disons, des grands agriculteurs. Si on regarde 1 ou 2 générations avant, les agriculteurs chez nous, c'était des petits agriculteurs qui, petit à petit, il y a eu des programmes. Et donc, le point d'entrée, évidemment, ce n'est pas l'agriculteur individuel, parce qu'il y en a des millions et c'est très difficile, et peut-être dans certains États fragiles, ils ne sont pas regroupés. Mais quand même, lorsqu'on regarde une série de pays qui sont considérés comme fragiles, et on aura cet après-midi l'exemple avec le Burundi, il y a énormément de coopératives. Et l'importance des coopératives, par exemple en Europe,
je rappelle que plus de 40% des produits commercialisés et transformés en Europe le sont par les coopératives. Et dans certains secteurs, c'est 70%. C'était justement dû, l'essor de ces coopératives a été justement dû par ce que d'autres secteurs n'étaient pas forts à ce moment-là. Et ce que je crains aujourd'hui, c'est que, bon, effectivement, il y a une redécouverte de l'importance du secteur agricole, mais comme il y a pas mal d'années, on avait erré, on s'était sans doute trompé dans des interventions humanitaires, où par les interventions humanitaires, on avait souvent découragé la production locale, et par exemple, le P4P est justement une réponse par rapport à l'aide alimentaire. Je crains qu'aujourd'hui, avec le secteur privé, on fasse un peu tout et n'importe quoi aussi. Donc en ayant une idéologie très forte et peut-être justement en investissant d'une certaine manière, eh bien en fait on crée de la fragilité parce qu'on crée des déséquilibres territoriaux, on renforce parfois des injustices locales. Donc il y a plein de raisons, et surtout dans des États fragiles, parce que je veux seulement reprendre un exemple historique qui un jour m'avait fortement marqué, c'est que lorsque l'Irlande a eu sa grande famine, eh bien elle a continué à largement exporter ses céréales vers l'Angleterre. Donc on peut très très bien se retrouver dans des pays où on a des forts problèmes d'insécurité, mais le choix stratégique et des gouvernements et peut-être parfois des investisseurs va aller dans une autre direction. Donc je pense qu'il faut vraiment penser la question des investissements par rapport notamment aux coopératives agricoles existantes. Donc je suis d'accord que ce n'est pas forcément possible à faire partout, même si c'est une stratégie à long terme. Et en tout cas, ne pas uniquement, justement, comme ça a été dit, aller vers les solutions qui ont l'air d'être efficientes immédiatement, mais qui à long terme, risque de ne pas changer le pouvoir de marché. Alors, juste encore peut-être un tout petit élément, parce que c'est quelque chose qui se passe aussi au niveau du programme alimentaire mondial. Il y a le programme P4P, mais qui essaye de s'appuyer sur les coopératives, mais maintenant ils sont en train d'aller aussi vers des systèmes qui peut-être financeraient Cargill, par exemple, pour aller auprès des petits producteurs. Mais la situation est tout à fait différente. Peut-être que dans l'immédiat, ça va fonctionner, mais ça ne va jamais changer les relations en termes de pouvoir de marché. Donc voilà, c'était juste pour souligner que je crois que M. James Purcell a réellement bien expliqué cela. Et voilà, merci. Merci. Il y aura une présentation dans la deuxième séance sur P4P, donc je suggère qu'on laisse ce sujet pour l'instant. Isolina, vous vouliez dire quelque chose? Oui, merci beaucoup. J'ai une question pour James. I have a quick question based on... Question rapide, James. À la lumière de votre longue expérience en matière d'agriculture et de fragilité, quels seraient les cas qui, pour vous, sont des succès dans des contextes extrêmement fragiles avec du développement? Et pour Rajendra, j'ai une petite question. J'ai été intéressé par la dernière partie de ces cas concrets de terrain avec la collaboration de certaines des instances des Nations Unies et autres organisations internationales. On s'en félicite, mais qui sont ceux qui mettent en œuvre sur le terrain? Quels sont vos partenaires sur le terrain? Ça n'apparaissait pas très clairement. Et puis, pour Alexandros, par rapport à l'investissement qui a beaucoup augmenté dans l'agriculture dans les pays fragiles, est-ce que vous auriez un ou deux exemples des investissements pour les plus fragiles? Merci. Alors, les deux dernières questions, je prendrai d'abord au fond et ensuite de ce côté. Merci beaucoup. Je m'appelle Cherlo du Sénégal, je travaille à l'ambassade du Sénégal. C'est vrai que je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais peut-être j'ai une petite interrogation après avoir entendu les intervenants. Moi, je pense que ce que je retiens premièrement, c'est que la fragilité n'est pas une fatalité. Je crois que c'est une fatalité à l'entendre de tous les intervenants. Et je partage même le point de vue du premier intervenant, notamment sur la définition, en fait, qui est très compliquée de la fragilité. Et je pense fondamentalement qu'on ne peut pas avoir une définition universelle de la fragilité. Peut-être qu'il y a une fragilité en fonction des pays. Parce que si on prend l'exemple de la nouvelle définition de l'OCDE, avec ses dimensions économiques, environnementales et tout, je pense que pratiquement tous les pays du monde, peut-être, ont une certaine fragilité. Donc, je pense que pour nous, les pays ACP, pour nous, les pays africains, peut-être, il y a des degrés variables de fragilité, peut-être qu'il faut prendre en considération et ne plus prendre en considération
une définition plus ou moins universelle qui serait plus ou moins appliquée à tous les pays ACP ou bien à tous les pays pauvres. Je pense que les chercheurs en ont besoin peut-être pour avoir certains indicateurs pour mieux faire des recherches sur le terrain, mais fondamentalement, je pense qu'il est très difficile quand même d'avoir une définition universelle applicable en tout temps et en tout lieu, en tout cas à tous les pays du monde. Et l'autre point de vue que je voulais partager un peu, c'est quelle agriculture, en tout cas pour limiter la fragilité. Je pense que la fragilité a un impact sur le secteur agricole, mais inversement également, il y a certaines politiques agricoles qui peuvent avoir aussi un impact, en tout cas pour accentuer la fragilité. Et je pense à ce niveau-là, peut-être qu'il faut aussi mener la réflexion. Merci. Merci. Thank you very much. Michel Lavolée, Public-Private Partnerships Europe. I'd like to throw in two things. Moi, j'aimerais présenter deux choses. D'abord, je rebondis sur la présentation FAO concernant la situation en Afrique et sur l'alimentation. Je renvoie au rapport de l'OCDE Club du Sahel, qui est plus récent et qui reprend ces données sur la détérioration de la situation, mais qui identifie aussi comme principale lacune le manque d'accès aux données. Deuxième chose que je souhaitais dire, parce que moi je travaille, j'essaie de faire des partenariats, je travaille avec des entreprises, des ONG, j'ai beaucoup d'expérience des partenariats puisque je suis chargé d'en organiser. Et je pense qu'il y a un espace pour créer des partenariats stratégiques avec le secteur privé autour d'un objectif commun. Et ça, c'est un peu une réponse à ces questions. Vous avez privatisation, quelle est la motivation dans tel ou tel cas. Il y en a beaucoup d'expériences avec la FAO, World Vision, le PAM. On sait que les partenariats, ça marche. Et là, et pour répondre à la question que M. Ray posée sur les choix structurels pour l'Afrique, sur la résilience, ce que Viwanou disait sur les index, eh bien, il y a des partenaires qui ont des solutions très efficaces, qui ont été mises à l'épreuve partout en Afrique. On passe par les téléphones portables, par l'informatique, connexion satellitaire, le secteur de l'assurance, les gens de la grande chaîne de valeur. Eh bien, voilà, ces solutions stratégiques intéressent les partenaires africains. Donc, moi, je dirais que je pense que le jeu vaudrait vraiment la chandelle de consacrer un peu plus de temps à ces mécanismes de partenariat qui vont appuyer la montée en puissance d'entreprises ou encore des projets pilotes en Afrique. On sait ce qui marche, en fait. On sait ce qui fonctionne. Aux trois intervenants successivement pour réagir en 5 minutes à peu près. Il y a eu quelques questions spécifiques, mais je pense que globalement, c'était des réactions générales. Et peut-être que, James, votre réaction à ces réactions des participants. Okay, thank you very much. I thought all those interventions were... Merci bien. Toutes ces interventions étaient intéressantes et suscitaient la réflexion. En réponse aux collègues de la Banque, moi, je trouve que c'est très bien que la Banque mondiale travaille à présent autour des zones de conflit, des zones qui ont plus de difficultés, et pas juste ceux qui s'en sortent bien. Ça, c'est un grand progrès. Et puis, il est bon que l'IFC sorte de sa zone de confort. Donc ça, c'est un gros progrès. Mais il y a un problème par rapport à l'enthousiasme que l'on a à présent dans la communauté internationale pour le secteur privé. Voilà, le secteur privé, on va pouvoir le mobiliser, il va pouvoir régler les problèmes. Tous les ODD, c'est un petit peu un conte de fées. C'est un conte de fées s'il n'y a pas une implication massive du secteur privé. Et ce n'est pas dans la nature du capital privé que d'aller dans les coins risqués. Alors oui, il y a un effet multiplicateur, un effet levier. Plus on peut mobiliser de capital privé, mieux ce sera. Mais oui, il y a, par rapport au partenariat public-privé, j'ai été scandalisé de voir que le DFID développe
des conseils au pays pour les orienter vers les partenariats publics-privés, parce qu'au Royaume-Uni, c'est une catastrophe unanimement. Pourquoi? Parce que ça dépend comment on organise et comment on répartit les risques, n'est-ce pas? Pour beaucoup de partenariats publics-privés, l'expérience empirique montre que le secteur privé s'en sort à bon compte et c'est le secteur public qui paye la facture. Donc les bailleurs de fonds publics qui payent la facture. Donc voilà, il faut promouvoir les acteurs du secteur privé dans tous les cas de figure dans le monde en développement. Et ça, c'est l'une des caractéristiques du sous-développement. Il n'y a pas d'investissement, d'expansion de la production. Il n'y a pas d'accumulation de capital, mais nous, ça a été assuré par l'État avec des incitants. Et dans ces coins-là, c'est essentiel. Et désolé, hein, quand vous regardez les coins les plus affectés par les conflits, le secteur privé ne va pas jouer un rôle majeur. Hein. Donc voilà. Donc il est bon, évidemment, de s'en préoccuper. Et après, ce que je voulais dire pour la Guinée-Bissau, c'est tout à fait frappant, la situation, car on a vu des pressions très tôt pour arriver à un budget équilibré, du fait de la pression du FMI, ça a entraîné des réductions budgétaires et on a arrêté de payer les policiers. Et donc, ça a été un moteur de conflit en Guinée-Bissau. Alors, les spécificités, il ne s'agit pas de ne pas parler de développement et de conflit ensemble. Bien sûr qu'il faut en parler pris ensemble, mais il faut voir quels sont les moteurs. Et l'un des gros problèmes, c'est que beaucoup de bailleurs de fonds pour les programmes agricoles et autres, on met sur place les financements sans comprendre quels sont les arcanes du pouvoir, qui est inclus, qui est exclu. Comment est-ce qu'un programme IFC, un gros investissement dans une exploitation agricole, va affecter la structure de pouvoir locale? Ça peut être beaucoup plus important par rapport à des conflits qui durent, par rapport au déplacement des personnes, par rapport au retour de flammes. Bon, moi, j'aurais des commentaires sur beaucoup d'autres choses, hein. Mais bon, ça dépasse mes 5 minutes de temps de parole. Un exemple positif. Eh bien, beaucoup d'entre vous ont parlé des interventions au niveau micro. Donc, certains des plus pauvres, et donc les plus vulnérables et qui peuvent être entraînés dans la violence, eh bien, on a beaucoup de succès des interventions FAO et autres. Quand on prend le mouvement national avec l'agriculture, il y a beaucoup à apprendre du Rwanda. Et comparé au Burundi, le Rwanda, on a un collègue du Burundi qui va parler, une collègue, eh bien, c'est très frappant comme comparaison. On passe par des coopératives, par le secteur privé, mais l'une des premières choses, ça a été de dire aux ONG, vous faites vos valises et vous partez. Et revenez quand vous aurez des programmes qui peuvent s'inscrire dans la vision du développement national que l'on a. Et les ONG ont présenté d'autres projets. Donc voilà, on a vu une forte création de la capacité de l'État alors que c'était déficitaire pour pouvoir beaucoup s'en remettre aux acteurs du secteur privé, étrangers comme domestiques, surtout domestiques, mais avec un cadre réglementaire étatique pour renforcer les capacités, pour gérer le budget, pour savoir ce qu'il en est de l'agriculture. Et maintenant, les gens du ministère de l'Agriculture au Rwanda savent de quoi ils parlent. Quelles sont les possibilités agricoles? Quels sont les marchés potentiels? Ils peuvent coordonner les incitants pour qu'on rétablisse la productivité du café. Et ça permet d'entrer en force dans les supermarchés britanniques comme un produit de niche. Donc, il y a beaucoup de leçons à tirer de la façon dont il fait l'agriculture avec d'autres choses. Mais bien sûr, c'est très polémique, hein, politiquement parlant. Voilà, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de liberté politique. Mais il y a un niveau de sécurité et de sûreté très important. Et maintenant, une croissance progressive alors qu'on est parti de très bas. Merci, je ferai très court. Isolina, les partenaires qui mettent en œuvre. Eh bien, on travaille avec un réseau d'ONG, ONG internationales, et quand c'est possible, avec les
gouvernements locaux. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les menus détails. L'exemple de la Guinée-Bissau. En fait, moi, je me souvenais d'un autre exemple. Kenya, Ouganda, du fait de la sécheresse l'année dernière. Pour échapper à la sécheresse, ils emmenaient le bétail en Ouganda et c'est là que le conflit a commencé. Et IGAD a joué un rôle très important. IGAD a réussi à être facilitateur et à permettre un consensus. Et après ce que j'en sais, il y a un cadre. Et maintenant, le Sud-Soudan et l'Éthiopie vont suivre la même chose. Donc voilà, au final, on voit qu'il y a des solutions aussi. Il y a certaines solutions qui sont disponibles au niveau local, plutôt que de voir ça au niveau macro, au niveau des grandes politiques à déployer. Mais ça veut dire beaucoup d'énergie, de temps, de négociation, de dialogue. Le secteur privé, c'est pareil d'ailleurs. Moi-même, j'essaye de faire rejoindre les chambres de commerce et d'industrie dans quelques pays. Et je me suis rendu compte dès les premières réunions qu'on ne parle pas la même langue. Littéralement, hein. Il faut vraiment trouver un langage commun pour se comprendre les uns les autres. C'est pas juste faire son beurre, la marge bénéficiaire, etc. Et donc, pour ça, il faut consacrer le temps. Merci d'avoir abordé ça, et notamment pour représentants du secteur privé. Moi, je prends l'exemple turc. On a fait en sorte que la Chambre de commerce et d'agriculture turque puisse s'impliquer pour la création d'emplois, parce que c'est l'organisation fêtière avec différents membres, et nous avons facilité la formation sur le lieu de travail pour les réfugiés, pour les exploitations de pistaches, pour la culture de la pomme et autres. Donc il y a des possibilités. Bon, je ne vais pas parler de développement, parce que ce n'est pas mon domaine de compétences, mais il faut plus s'investir là-dedans, il faut plus s'impliquer. L'exemple de la Somalie. Moi, je n'étais pas au courant, donc on pourra parler en bilatéral par après. Moi, j'ai travaillé dans d'autres enceintes sur les questions de coordination pour ce qui est de la région, donc oui, on pourrait discuter par après. Merci pour le rapport au CDE. Je vais l'étudier, je parlerai aux collègues. Dernière chose, la Banque mondiale. Nous avons lancé une initiative de collaboration pour le Yémen. Ça se passe bien, mais évidemment, on vous a demandé de plus travailler dans ces pays, donc vous devez quand même flexibiliser vos procédures, hein, parce que on ne va pas nous attendre. Et ça peut être 6 mois de négociation, de contrat, etc. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de ne pas louper le coche. Donc voilà, la balle est en mouvement, mais il faudra trouver de meilleures procédures, que ce soit plus rapide, et faire en sorte que les bénéfices puissent arriver aux gens le plus vite possible. Merci, Alexandros. Merci. Ces commentaires et ces questions sont très stimulants. J'en suis très content. Il y a pas mal de commentaires dont je pourrais parler en bilatéral après, pour tel ou tel aspect spécifique ou telle mesure que j'ai évoquée, mais je me concentrerai sur le commentaire dans les différences d'approche. Et d'ailleurs, c'était dans le mille, hein, ce commentaire sur les différences d'approche. Nous, par rapport à d'autres institutions, on se concentre sur deux choses: étatique, non étatique, avec quels acteurs on travaille, et international ou domestique pour les solutions. Ça, c'est très juste comme commentaire. Il y a des raisons à cela. D'abord, acteur étatique, acteur non étatique. Nous n'excluons rien. Donc, nous savons que les solutions à long terme, c'est au niveau de l'État, mais les structures de l'État, dans les pays fragiles et en conflit, ces structures sont très fluides, évolutives, changeantes. Et les gouvernements, parfois, font partie du problème. Donc, on ne règle pas vraiment le problème en ne travaillant qu'avec le gouvernement. Ça, c'est quelque chose de très important à se rappeler. Et puis, il y a un principe sur lequel nous travaillons, à savoir qu'on ne travaille pas que aux solutions à long terme ou que aux solutions rapides. Non, il faut travailler sur les deux en même temps. Donc, ça veut dire travailler avec les gouvernements, mais aussi trouver des solutions à court terme, lancer l'emploi, lancer l'activité économique. Et pour ça, il faut aussi sortir de la voie officielle, surtout si la voie officielle fait partie du problème. Ça, c'est important à se rappeler. Alors, pour l'international, le domestique, pour ce qui est des solutions, il y a 3 raisons principales
qui font qu'il faut aussi se tourner vers la dimension internationale. D'abord, dans les situations de fragilité ou de conflit, on souhaite endiguer la dynamique négative, la spirale négative, politique, économique. Donc en allant à l'extérieur, en amenant des acteurs de l'extérieur, en faisant venir quelqu'un qui est étranger au système, ça permet de sortir des mauvaises dynamiques qui ont créé le conflit. Et puis bien sûr, il faut être sensible au conflit, comme on dit, hein, parce que parfois on va aggraver la situation par après. Et c'est ça la limite, il n'y a pas de solution toute trouvée. La solution que nous avons trouvée, c'est d'aller examiner par le menu. Nous prenons des mois et des mois et des mois pour approuver tout investissement qu'on fait avec les investisseurs internationaux ou nationaux, mais ça nous permet, ou plutôt, ça ne nous permet pas de présenter une solution maintenant, quand on a besoin. Et évidemment, on nous critique pour dire vous n'êtes pas assez efficace. Mais globalement, travailler avec des partenaires internationaux, ça se tient. Pour sortir de la dynamique politique économique négative, ça permet de garantir une stabilité des revenus parce que l'activité économique est très volatile dans beaucoup des pays concernés, du fait du conflit, du fait de la fragilité. Donc on veut un flux stable de revenus qui va venir de l'étranger. Et puis ça se tient aussi pour ce qui est des normes, du savoir-faire, pour monter en puissance ensuite, pour que les entreprises puissent monter en puissance. Et puis, je suis d'accord avec James, c'est pas facile à faire parce que le secteur privé, il n'est pas naturellement attiré par le risque. Et c'est là qu'on peut faire la différence, en pointant, en disant ce qui est possible, en utilisant notre effet levier pour attirer de l'argent privé qui va faire la différence. Pour ce qui est des exemples d'investissements qui ont réussi le mieux, moi je dirais qu'ils sont nombreux ces exemples, mais ça se concentre surtout dans des pays où on est à 2 pas du conflit plein et entier, du point de vue temporel ou autre, Côte d'Ivoire, Liban, Népal pour les projets. Il y a une période où il faut se faire la main, se familiariser, sortir de sa zone de confort, prendre plus de risques, c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'apprendre par rapport à des situations comme la Syrie, le Yémen, par rapport aux missions impossibles, eh bien, faire en sorte que l'impossible soit possible. Merci. Thank you all. Thank you for all the participants. Merci vous toutes et tous. Merci à tous les participants pour ce débat très intéressant. Nous aurons une deuxième session après la pause café, où il y aura des exemples de présentés, et j'imagine qu'on va pouvoir recommencer le débat sur les cas spécifiques. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. C'était un plaisir pour moi que d'être avec vous aujourd'hui. Merci.